Bienvenue à cette table ronde en marge de l'exposition Expédition créative, l'exposition qui a démarré depuis le 17 novembre et qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine à l'Institut français de Tunisie. Vous pourrez vivre des expériences immersives inédites. Alors pour mieux peut-être vous expliquer ce monde, pour mieux vous expliquer de quoi est fait une expérience immersive, qu'est-ce qu'il y a derrière, les backstage, j'ai envie de dire. Alors on a deux panels ce soir, je vous donne d'emblée un petit peu le sommaire. Alors première partie, on va parler des plateformes, des nouvelles plateformes immersives. Ça englobe un petit peu plusieurs objectifs, notamment donc l'art visuel, mais aussi les histoires oniriques, les expériences immersives pour tester l'ennui, plein donc de petites choses. Et un deuxième panel qui aura pour thématique centrale la musique. Donc c'est des expériences immersives autour de la musique. Ça, c'est pour la programmation. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par présenter un petit peu nos invités. Je vais commencer par les dames. Helel Emine, donc artiste tunisienne, visuelle, plasticienne, peintre, plein de slash, et qui se propose d'accompagner un petit peu les artistes tunisiens dans une transition digitale. Le projet s'appelle Still Life. Et elle est avec Selim Gliba sur ce projet, Selim qui est le producteur donc, du projet. Et il y a donc l'expérience immersive de Still Life que vous pourrez voir dans le cadre de cette exposition. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Laouia, bonjour tout le monde. De l'autre côté, donc Nedé Dagdoug qui vous propose avec Griff Graph donc des expériences avec des petits personnages. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ça s'appelle comme projet, ça s'appelle Glek. Elle nous propose de tester l'ennui d'une manière différente, parce qu'on le teste quand même pas mal. On le teste souvent dans la journée, ouais. Donc, mais voilà, c'est juste pour l'expérimenter en vrai, quand on l'a réellement, on le ressent, et pour en parler d'une manière symbolique à travers ces deux personnages, des petits crétins On va aller plus en détail. Tout à l'heure, je vous donnerai 2 petites minutes chacun pour présenter un petit peu la genèse, surtout du projet. François Klein, c'est ça Klein, pardon. François Klein, Digitarize, donc ce que l'équipe propose, parce que donc, toi tu es le producteur au fait de Digitarize, mais c'est toute une équipe derrière. Et donc ce sont des immersions hybrides, nouvelles technologies, il y a l'image, il y a le son. Et puis le projet s'appelle A Song Within Us. C'est une expérience immersive et on se reconnecte avec la nature à travers l'immersion dans un chant taïwanais. Chant, C-H-A-N-T, donc pas le... C'est ça, un chant traditionnel d'aborigènes taïwanais. Voilà. Et puis pour finir, donc Yann Garot pour Onyo. Et là c'est... Onyo, donc, c'est une expérience assez particulière en audio 360, mais une expérience surtout où tu nous proposes de nous déconnecter de ça et de vraiment se brancher, se reconnecter à la nature à travers un projet qui s'appelle l'Arbre Soleil. Donc, on essaie de faire régénérer cet Arbre Soleil. Exactement. Bonjour. Bonjour les amis, merci donc d'être avec nous. Vous aurez, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion d'expérimenter ces jolies expériences immersives. Vous aurez l'occasion tout à l'heure, sachant qu'aujourd'hui c'est nocturne, donc ça se poursuit jusqu'à, je crois, 21h ou 22h, on me corrigera, 22h 22h30 22h30, avec un spectacle. Tout à l'heure, ils seront là, Tabaroulé, Orchestra, Inter, ils seront là donc, pour la deuxième partie du panel, mais aussi pour un spectacle le soir, et vous pourrez aussi visiter l'exposition. On va projeter un petit récap, une petite vidéo teaser. Elle est prête, la vidéo teaser, pour vous... Je vous propose de vous plonger un petit peu dans l'univers de nos invités avant de parler de leur projet. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'on présente les projets avant? C'est bon? On y va.
C'est très rapide. Mais on va en parler en détail. Et juste avant qu'on démarre avec la présentation des projets, j'ai envie de rappeler que ces projets-là, tous ceux que vous allez entendre, sont incubés, accélérés par Minasa sur la partie localisée en Tunisie et par 104 Factory du côté de la France, et puis bien sûr l'Institut français de Tunisie qui accueille cette belle expérience. Voilà, donc ce sont les 3 parties prenantes qui interviendront à la fin si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir davantage sur l'accélération, l'incubation des startups dans les ICC, les industries culturelles et créatives. On y va avec, je refais la même boucle, hein, donc on va repartir avec Still Life, avec Ash Life. Si on pouvait résumer vraiment en 2 minutes ce projet-là, Ash Life. Alors, Ash Life, c'est une start-up qui a l'ambition justement de montrer des œuvres plastiques, des œuvres d'artistes visuels en réalité virtuelle. Donc nous avons commencé avec Hela justement, puisque Hela est une artiste avant tout, et c'est un projet qui s'appelle Still Life. Donc c'est Hela qui a dessiné l'univers, et je vais lui passer le micro pour qu'elle parle justement en fait du côté artistique, comment elle a fait Still Life. Merci. Donc, Still Life, c'est un univers, une forme d'écosystème qui accueille donc des êtres vivants, et ces vivants-là, donc mi-humains, mi-des animaux, mi-plantes et champignons, ils cohabitent tous ensemble et ils sont connectés par une autre forme de communication que celle du langage verbal. Et donc l'idée, c'est vraiment d'imaginer un univers où on se sentirait à l'intérieur en harmonie et en calme, un peu comme des états qu'on pourrait ressentir avec la méditation et la pleine conscience. Donc c'était vraiment parti de ça. Et quand on a expérimenté la première fois Still Life avec le public, ça nous a vraiment donné envie d'essayer cette forme-là avec d'autres artistes tunisiens et d'expérimenter avec eux et de voir, de rentrer un peu dans la tête d'autres artistes. C'était la remarque que j'avais faite en testant l'expérience. Ça dure 3 minutes, mais on est vraiment dans l'univers de Hela, peut-être dans sa tête aussi. Donc c'est vraiment en 3D, en 360, en 3D, je ne sais pas comment, en 4D aussi, tout ça à la fois. Et il y a une réflexion derrière. Et c'est vrai que ça nous permet en tout cas d'apprivoiser l'univers, parfois parce que l'art plastique peut ne pas être si accessible que ça. Donc là, on sent cette proximité, c'est ce qui est intéressant. Oui, justement, en fait, la réalité virtuelle permet ça, parce qu'on pouvait trouver au niveau du digital beaucoup d'œuvres artistiques dans le domaine musical, dans le domaine aussi audiovisuel. Donc on peut trouver des films, on peut trouver des photos numérisées. Mais dans le digital, ce qui est plastique, ce n'était pas possible, parce que ce qui est plastique, on doit tourner autour, on doit l'explorer en fait en 3 dimensions. Et donc la réalité virtuelle permet ça maintenant. Permet que les plasticiens puissent montrer leur travail à travers les interfaces numériques et donc à travers le monde entier. Ouais. Et donc ça, c'est une évolution qui est énorme. Et justement, moi j'étais le premier spectateur de l'artiste Hela Lemine quand elle travaille, parce qu'elle travaille aussi à l'intérieur de la réalité virtuelle. Ça veut dire la conception même se fait dans la réalité virtuelle. Donc ce n'est pas devant un ordinateur où on est en train de travailler devant un écran. Non, on l'a vu aussi dans les images. C'est une approche complètement physique, comme une approche traditionnelle de la sculpture ou un travail plastique, justement. Donc j'étais le premier spectateur, j'étais vraiment impressionné par ça. Oui, exactement, oui. Naded Agdouk, Gleg. De crétins? Pourquoi de crétins? Parce que en fait, je les invente et j'en fais ce que je veux. Non, c'est parce ils font que des bêtises, c'est ça? Ils font des bêtises pour chasser l'ennui, et sinon ils sont créatifs. Donc c'est pour ça que je porte 2 messages à travers ces icônes de l'ennui. C'est-à-dire que voilà, c'est ces icônes. Et je dis que si on ressent ce sentiment, si un jeune le ressent, il a 2 manières. S'il va vers le négatif, il fait des bêtises. Il peut être un enfant, mais puis jeune, ça n'a plus
goût de bêtises, mais ça peut être plus des actes plus délinquants, et ça va s'agrandir vers le négatif. Sinon, ce que je propose à travers ces messages un peu des spots de 40 secondes, c'est-à-dire des satires très très courtes sur le web, c'est dire que l'alternative, ce serait justement de rejoindre l'acte de la création, de faire confiance à ce côté où, quand on fait rien, peut-être que quelque chose traverse l'esprit et qu'on a envie juste de le sortir. Ça peut être par papier, ça peut être musique, ça peut être... Donc c'est ça, c'est créer. Quand on ne sait pas faire quoi, c'est à un moment donné, le plus positif, ça serait de créer. Donc c'est la réponse que j'essaie de... Il y a un déclic à partir de quelque chose, du vide. Du vide, voilà, de ce vide-là, et que s'il se le prolonge trop, peut-être qu'il va déranger, et donc on essaie de le... Moi je commence par moi-même, c'est ce que je fais. Je les ai créés parce que je commençais ma thèse et je m'ennuyais. Donc je les ai créés pour qu'ils m'amusent au départ, et après je les ai partagés sur le web. Et ça fait que j'ai rencontré un incubateur, Minasa, et que voilà, c'est-à-dire ça a fait... Agrandi. Voilà, ça a fait ça. Après, je dis juste que ça s'accompagne de quoi? Parce que je dis toujours, Griffe Graph, qui est la structure qui veut porter ses contenus, elle voudrait être dans le socio-culturel, donc social et culturel. Et pour moi, GLEC, c'est des petits spots, mais ça s'accompagne de workshops pour des cibles peut-être un peu qui n'ont pas la chance d'avoir toujours des activités culturelles à proximité. Pour des enfants aussi. Enfants, ouais. Oui, surtout enfants et jeunes et adolescents. Et puis on va jusqu'à jeunes, c'est-à-dire 20 ans et plus, 18 ans et plus. C'était l'intention de ce projet socio-éducatif. Studio graphique à vocation socio-éducative. Voilà, studio graphique. On trouve comme définition. Exactement, studio graphique à vocation socio-éducative qui propose, comme tout studio graphique, d'avoir un producteur aussi, parce qu'on ne travaille pas tout seul, on a des projets pilotes. Quand je dis on, je suis pour l'instant celle qui porte le projet, mais je dis dans le sens que quand on a un contenu, on propose un pilote. Par exemple, GLEC, c'est un pilote, ouais. Il y a d'autres personnages, et après on attend qu'un producteur, c'est-à-dire il y a un acte de production qui se passe pour qu'on puisse réellement les produire dans le temps professionnel. Sinon, Griffra, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Je vais faire des workshops avec des enfants dans des structures comme des associations ou écoles, ou alors des sociétés de coaching pour les enfants. Et j'y vais pour dire, je forme à la bande dessinée, je forme à la narration, et je forme à comment faire des petits films animés. C'est à partir de quel âge? 8 ans. 8 ans. 8 voilà, ans. Donc on note. Donc voilà, Griffe Graph, c'est des ateliers que je porte pour l'instant moi-même, et que même j'ai des stagiaires qui ont rejoint l'expérience. Et ça, c'est ce qui est bien. C'est que c'est des stagiaires des Beaux-Arts et qui ont aimé la médiation pour enfants. Ils ont aimé faire quelque chose avec les enfants. Et donc voilà. Donc, excellent. Et on testera l'ennui. Vous avez des glibettes, des stylos, des feuilles blanches, etc. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, François, Digital Rise, oui. avec un projet qui s'appelle A Song Within Us. Pourquoi la musique et le son? Pourquoi cette culture-là particulièrement? Voilà, comment est né le projet? Alors, le projet est né d'une précédente collaboration avec Taïwan. En fait, ce projet est une deuxième coproduction que l'on a fait avec Taïwan. On a un certain tropisme pour cette île et pour cette culture. Et là, c'est pour le coup notre coproductrice Serendipity Film qui est venue nous voir avec le réalisateur Phangas Nayao, qui est lui-même un descendant d'aborigènes taïwanais et qui voulait porter cette culture, l'héritage de cette culture aujourd'hui, et interpeller le public sur comment porter la culture aborigène taïwanaise de nos jours, et surtout à travers la culture musicale. Et donc l'expérience invite les spectateurs à partager un chant traditionnel avec une compagnie folklorique qui va les emmener en reconnexion avec la nature, et à la fin on finit dans les montagnes taïwanaises au milieu de la nature, et voilà. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Onyo qui aussi nous propose une reconnexion avec la nature, avec soi, du bien-être. L'arbre au soleil, c'est la première expérience d'Onyo? Oui, tout à fait. Ouais. Nous, en fait, Onyo, on conçoit ce qu'on appelle des pauses d'émerveillement. Et derrière ces deux termes se traduit en fait l'aspect pause, où on est dans un monde qui est de plus en plus connecté, où on a de plus en plus de mal
finalement de sortir des écrans et ça nous fatigue. Et donc on voulait vraiment proposer un moment hors du temps qui puisse se trouver sur le chemin du quotidien. Donc ça c'est plus dans la forme et ça se traduit aujourd'hui par une installation immersive polysensorielle mais qui est principalement sonore, on va y revenir. Et l'aspect émerveillement qui là se traduit plus par le fond où on est dans une période qui est assez anxiogène, il y a une urgence climatique qui est présente, qui peut nous faire peur. Et il y a deux possibilités face à ça, soit on tombe dans un certain fatalisme et on se dit que c'est fini, soit on se dit bah non, on va essayer de se battre et on va essayer d'imaginer des choses nouvelles et de composer finalement un environnement nouveau avec cette nature qui nous environne. Et c'est ce qu'on fait avec ce côté d'émerveillement, c'est on vient poser une pierre de sensibilité qui nous propose d'explorer de nouveaux rapports avec des animaux, des végétaux et l'environnement qui nous entoure. Donc là, l'arbre soleil, en l'occurrence, l'expérience qu'on a la chance de présenter ici, en tout cas à l'Institut français de Tunis, c'est un rituel de régénération du vivant. Donc il y a 6 personnes qui vont pouvoir se réunir, mettre un casque audio sur les oreilles, fermer les yeux, et puis comme ça, vivre ensemble ce rituel. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, l'acte de régénération que vous faites pour l'arbre, vous le faites aussi pour vous-même. À la fin, vous allez en ressortir quand même complètement apaisé, avec la sensation de se dire bah tiens, c'est finalement intéressant et ça me fait du bien de pouvoir interagir autrement avec cet environnement. Et donc là, on travaille actuellement sur notre seconde histoire, effectivement. Et voilà. Elle reste autour de la nature ? Elle reste autour de la nature. Nous, on reste autour du concept de fable écologique en changeant de paysage. Donc là, ce sera plus un paysage autour de la glace. Et puis, il y en a un autre qui arrive plus tard autour du désert aussi, mais je ne veux pas vous en dire plus aujourd'hui. Et vous allez capter les sons en Tunisie, c'est ça ? Alors, Alors, en vrai, j'aimerais bien faire une petite résidence dans le désert tunisien. On va voir ça avec 104 Factory. Non, mais ce qui est intéressant, parce que tous ces projets-là, il y a quelque chose qui les réunit. Donc on est là, c'est pour ça qu'il y a un premier panel, c'est que l'humain est au centre de vos projets. Le bien-être, le recentrage, la réflexion entre soi, le contact avec l'autre, etc. Et c'est assez surprenant quand on utilise comme support quand même les voix numériques, qui sont souvent pas très matérielles, hein. Comment est-ce qu'on peut partir comment c'est fait plutôt peut-être le travail ? Est-ce que vous êtes parti de votre envie de travailler sur l'humain et que vous avez cherché le bon support pour le faire, ou bien c'est l'inverse, vous voulez travailler sur ces supports-là et que l'humain s'est imposé à vous, sans se bousculer. Alors, pour ce qui est de notre cas, nous à Digital Rise, on a une approche toujours agnostique des médiums. C'est-à-dire qu'on ne concentre pas nos productions par rapport à un médium. Ce qui nous intéresse, c'est des histoires. Et en fonction de l'histoire et de l'échange qu'on peut avoir avec l'auteur ou le réalisateur, on essaie de voir quel va être le médium le plus approprié et quel format d'expérience va être le plus approprié. Et donc là, en l'occurrence, au début, ça devait être un spectacle que voulait faire tourner le réalisateur. Et avec la productrice taïwanaise, on a accompagné le réalisateur sur un film de VR parce que ça nous paraissait être le médium le plus approprié pour communiquer au plus grand nombre et surtout au grand public de façon relativement simple, une expérience en reconnexion avec les cultures, avec la nature, avec les humains. Voilà. Donc ça s'est imposé petit à petit en fonction de ce que vous aviez au fait. Voilà, et pour aller un peu plus loin, cette expérience a été conçue même à la base pour être visionnée donc en réalité virtuelle, mais sous ce qu'on appelle un dôme ambisonique. Donc c'est-à-dire une structure où vous avez une vingtaine d'haut-parleurs autour de vous, donc vous n'avez plus de casque audio, mais le son est projeté autour de vous, ce qui donne un sentiment de présence encore plus fort. Et on a vraiment l'impression que les Taïwanais, la troupe folklorique, ils chantent autour de vous. Bon, après, forcément, c'est une structure qui a un certain coût, une certaine contrainte. Forcément. Donc on a trouvé des solutions de simplification aussi pour la communiquer au plus grand nombre. Et quel voyage en Tunisie, entre autres. Nadé, justement, parce que l'idée, c'était quand même, vous étiez en contact, ou vous êtes toujours en contact avec les petits, avec les adolescents, etc. Donc le contact humain, le vrai.
Et qu'est-ce qui t'a amené à... En fait, il amène toute la partie où justement, nous, on croit savoir des choses pour les redonner aux enfants, pour les proposer, mais les enfants, c'est les meilleurs enseignants. Et donc, ce contact humain, savoir les attentes, savoir comment eux-mêmes ils gèrent les émotions face à des contenus. Donc tout ça, ça me servirait, moi, en tant que donnée, pour que quand je propose des contenus ou des expériences, je sache que... je sais, à la base, c'est quelque chose qui va plutôt faire évoluer l'enfant ou plutôt le parasiter, on va dire. Donc, surtout qu'ils sont sollicités par différents médias. Donc, je me dis, je ne vais pas rajouter en plus moi-même en média, mais au moins, si je propose du contenu classique, on va dire numérique, qui va le regarder sur un écran, une bande dessinée sur un écran, au moins que je propose ces workshops, parce que là, ça se discute, ça se débat, vous voyez, c'est vivant. Donc, et puis, ils créent. Ils sont en train de créer. Donc, je vois comment ils raisonnent, comment ils créent, quoi. Donc, ensuite, ça bouclé. Voilà. Donc, je me sens que j'ai fait la part éducative de la chose. C'est pas proposer pour consommer. C'est en même temps te donner les moyens de créer toi-même et de venir aussi dans mon monde. Je t'invite à venir voir mes personnages, les critiquer, et puis donne-moi aussi tes personnages ou donne-moi ton monde aussi. Ouais. Donc, c'est ça. D'accord. C'est des différentes visions pour Onyo. Pourquoi ne pas s'être adressé directement aux personnes concernées? Pourquoi ce choix de passer par l'expérience immersive, c'est-à-dire avoir une voix en 360? La même personne aurait pu se déplacer et murmurer dans l'oreille des gens. Ouais, c'est vrai. Ouais. On aurait pu faire ça aussi en spectacle vivant. On le fait en partie d'ailleurs. Hein. On a des versions un peu hybrides où il y a une personne qui intervient au début et qui nous fait vivre un premier rituel. Et puis ensuite, on part dans l'expérience avec les casques. Après, je pense que c'est pas deux côtés qui sont opposés. Nous, on a fait le choix de partir sur effectivement une technologie qui s'appelle du son binaural et qui permet, comme tu l'as dit, de complètement spatialiser le son autour de notre tête. Ça permet aussi de partir de l'ordre du fantastique et de faire vivre de la magie, chose qu'on aurait difficilement, en tout cas la capacité à créer finalement en réel. Et puis ça permet de créer aussi des effets qui sont assez inattendus. Ouais. Enfin, je pense que quand on a mis le casque et qu'on a entendu quelqu'un qui se rapproche très proche de nous, on a quelques frissons comme ça que permet la technologie qui est intéressante. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment par contre de créer un sentiment de collectif, de présence quand même et de recentrage sur soi. Et de fait, c'est ce qu'on observe, donc on est plutôt content là-dessus. Après, l'important pour nous, quand on parle d'expérience immersive, c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à s'imaginer de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Il y a plein d'autres technologies immersives qui sont disponibles, et nous, le son, ça nous paraissait être le meilleur médium, parce qu'on avait cette volonté de vouloir déconnecter des écrans, parce qu'on avait quand même envie de permettre aux gens de s'évader, et puis finalement de redécouvrir des sens qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais qu'on a tendance peut-être à oublier ou à mettre de côté. Le fait d'utiliser cette technologie-là, ça nous permet vraiment d'en prendre pleinement conscience et de se dire « Ah ouais, il y a d'autres sens qui sont super intéressants et qu'en fait, on en a peut-être besoin aussi pour repenser comment faire société et comment finalement vivre ensemble. » Et aussi, donc, du coup, ce que vous nous proposez dans cette expérience, c'est de fermer les yeux. Et donc l'imaginaire, il nous permet de visualiser des choses très différentes. J'imagine que si ça avait été un spectacle vivant. Hela et Selim, justement, alors vous, par contre, ce que vous proposez, en tout cas les peintures qu'on a l'habitude de voir de Hela, etc., donc il y a déjà le contact humain quand on va voir ça dans une expo. Est-ce que là, le contact des personnes qui expérimentent cet univers de H-Life, cette expérience est-elle différente? Le contact avec le spectateur est-il différent? Le contact avec le consommateur est-il différent dans les deux expériences? Oui, totalement. En fait, c'est au moment où on a commencé à faire des performances avec le public, où je commençais à dessiner avec le casque, donc en direct devant un public, c'est là où on s'est rendu compte que le contact, il était complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans une galerie. En fait, on voyait clairement que le public, il était particulièrement attiré et intéressé par ce qui se passait devant lui. Et très curieux aussi de voir aussi ce que moi je pouvais voir à l'intérieur du casque. Donc,
on faisait à chaque fois 15 minutes, je pense, de dessins, et après on laissait 15 minutes au public pour rentrer dans le casque. Cette impatience. Exactement. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Exactement. Et c'était dingue parce qu'on l'avait fait la première fois à l'Institut français et c'était un public en folie. J'avais l'impression que j'étais une rockstar. J'ai rien compris. Et après, on s'est dit, bon, pour le deuxième festival, on l'a fait à Gebe Cinema Fan. Oui. Et c'était une autre expérience complètement différente. Le public, il était très ému. Il y en a même qui ont commencé à pleurer. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible quoi, que ça évoque autant d'émotions. Ouais. Parce que dans la galerie, en fait, c'est toujours les mêmes personnes déjà qui viennent. Et le rapport avec l'œuvre, il y a une certaine distance en fait avec l'œuvre. Et on va passer assez rapidement, on regarde ce qui nous intéresse, mais on peut y rester 2 secondes, peut-être on va rester 10 secondes ou 1 minute au maximum, alors que là, les gens, ils sont vraiment scotchés, ils sont là du début aussi, à la fin. En fait. Aussi, ils sont dans l'action quelque part, même si... Ils sont dans l'action, peut-être, ils essaient de comprendre, en tout cas, la trame narrative. Ils essaient de comprendre ce que je suis en train de faire, et surtout que, à chaque performance, c'est réellement une immersion en fait à l'intérieur de l'œuvre, parce que les gens ils sont dans un espace tout noir. La musique elle est assez imposante, et quand je suis sur scène, c'est quasiment une chorégraphie en fait que je suis en train de faire, parce que le dessin il est très, comme l'a dit tout à l'heure Salim, très physique. Donc, à la limite, je suis en train de danser et il voit un peu ce que je suis en train de faire sur écran, projeté sur écran. Exactement, c'est un peu comme ça. D'accord, ça part dans tous les sens. C'est ça. Alors là, on a un petit peu compris votre vision des choses. Il y a un autre point important dans ce que vous faites. On a l'impression que vous avez une mission, que vous êtes là quelque part aussi pour sensibiliser sur certains sujets, ça dépend lesquels, donc l'éducation, l'enfance, la nature, le patrimoine, le immatériel, la sensibilisation par rapport à l'être humain, mais aussi à l'art. Est-ce que vous remarquez déjà, parce que ça fait pas longtemps en tout cas que ces projets existent, mais est-ce que vous remarquez déjà un impact? Est-ce que finalement aujourd'hui, si on posait la question, et là Mina et son 4 Factory seraient intéressés de connaître la réponse, est-ce que tout ça finalement amène à avoir un impact, un vrai? Oui, totalement. Là, le producteur. En fait. Justement, moi je le remarque aussi, hein, elle l'a évoqué un petit peu, c'est que ces interfaces de connexion pour la réalité virtuelle ou bien la réalité augmentée attirent forcément un nouveau public, attirent forcément un public plus jeune, pas que, hein, mais c'est vrai que, par exemple, attirer des jeunes dans une galerie d'art contemporain, c'est très compliqué, mais si on leur donne un casque, ils vont voir de l'art contemporain, c'est beaucoup plus évident pour eux. Ils ont même envie de venir sans que nous on fasse l'effort de les appeler. Donc c'est vrai que ça ramène un nouveau public aux arts. Mais aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à ce qui m'intéresse, c'est le côté humain, bien sûr, de produire ça, mais c'est surtout de montrer un monde d'une artiste. Et c'est ça ce qui est important aussi, c'est de montrer un univers complètement contrôlé par un artiste. Qu'est-ce que ça donne? Et ça, c'est génial, parce que là, quand on rentre dans l'univers de Hella. Bien sûr, l'univers de Hella, elle a pensé par rapport, quand elle a conçu, c'était un petit peu un état méditatif par rapport à elle-même et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, en fait, ce qu'elle a tissé comme lien entre des objets, des êtres, des formes, la nature, tout ça, c'est un écosystème qui est en équilibre. Et quand on rentre, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un univers qui est équilibré, on a envie d'y être, on a envie de rester. Et c'est ça ce que je veux montrer. Je veux montrer ça aux gens, que des artistes peuvent proposer quelque chose de complètement différent, mais on se sent très bien. Ouais. Et donc on veut répéter aussi ça avec elle pour d'autres artistes justement. Pour d'autres artistes, et voilà, et pour montrer ça aussi. Voilà. Pour ma part, j'ai remarqué une chose, c'est
toute une question de message et la délicatesse avec laquelle on porte le message. Là, par exemple, on a beaucoup d'expériences qui parlent de la reconnexion avec la nature, mais on n'est pas dans un propos alarmiste, dramatique, pour faire culpabiliser les gens sur le fait que tout va mal. Et c'est souvent le ton qu'ont des expositions plutôt scientifiques, plutôt très sérieuses. Nous, on est tous des créateurs de divertissement, et c'est important de garder ça. Et du coup, de présenter des œuvres au public qui va inviter spontanément à la réflexion et à l'échange entre les gens. Moi, sur d'autres expériences précédentes que j'ai pu produire et montrer, on a vu des gens comme ça sortant de nos créations et continuer de discuter ensemble pendant une demi-heure, une heure après, toujours travailler par ce qu'ils viennent de voir et se poser des questions, et ça les a affectés. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant et pertinent d'utiliser le divertissement en ce sens, avec délicatesse et pertinence, plutôt que de s'en servir pour vraiment enfoncer le clou un peu plus que ce qu'il est déjà enfoncé. Même si j'imagine qu'à la base, ils viennent pas forcément préparés ou pas forcément sensibilisés déjà à la question. Ils viennent pour une expérience. Ouais, non, complètement. Et je rejoins un peu tout ce qui a été dit. C'est vrai que ça ouvre une accessibilité nouvelle par rapport à des lieux culturels traditionnels où les gens n'osent pas y aller, en fait. Et ça, quand on parle d'expérience immersive, quand on met en avant même le titre de nos expériences, ça donne envie. Et ensuite, on découvre le contenu. Ce qui est intéressant dans le cadre de nos expériences, c'est aussi effectivement l'après-expérience, où finalement, des gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Mais il y a une envie de discussion et parfois même des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés au sujet de fond. Mais chacun va en tirer finalement ce qu'il aime, ce qu'il retient. Nous, par exemple, dans notre cadre, on a une direction artistique où on s'est beaucoup inspiré des univers de Ghibli qui sont très oniriques, très japonisants et qui finalement nous émerveillent bien. Il y en a qui vont retenir ces éléments-là. À l'inverse, il y en a d'autres, ils vont se dire « Ah ouais, non mais c'est... » cette fable écologique, j'avais jamais pensé finalement qu'on pouvait avoir une telle relation avec le vivant et je vais aller creuser. Et ça, c'est super intéressant d'avoir ce genre de retour. On a tous, je pense, dans le cadre de nos expériences, ce moment où les gens enlèvent notre dispositif aussi. Ils enlèvent le casque et là, on voit en fait un côté j'ai vécu quelque chose de nouveau et j'ai même besoin d'en parler. Et après, à nous de créer la discussion. Ou pas, ou même de garder ça pour soi, hein, ça arrive aussi. Ouais. Moi, j'ai des gens qui restent les yeux fermés et qui ne bougent pas pendant 4 minutes, hein, ça arrive. Je voulais juste rejoindre François, parce que tu as dit quelque chose d'important, le temps. Comment on propose justement de parler de sujets sérieux, comme l'environnement, la conscience de ça, l'ennui, qui peut être grave à certains moments quand on le ressent trop. Et justement, c'est ça le rôle de l'artiste, trouver ce temps entre le symbole, la satire si ça fait rire, l'esprit critique, les couleurs qui vont avec, c'est-à-dire l'esthétique, tout ça pour que le message passe. Et surtout si on parle d'un jeune public, je parle d'enfants et puis adolescents, plus difficile à séduire encore, les adolescents. Et voilà, donc le temps, c'est vraiment le travail dur que fait l'artiste pour trouver juste cette bonne recette, quoi, ces bons ingrédients. Faire passer le message de manière smooth. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toute la contextualisation est importante de ces expériences. Et peut-être l'occasion de remercier chaleureusement Minasa, l'équipe de Minasa, tout le travail qu'ils ont fait en collaboration avec 104 Factory. Et vraiment, ils se sont donnés à fond pour faire une expo qui accompagne justement tout ce message et toutes ces émotions. Et on peut en être fiers. Ils ont créé un univers, hein, donc c'est vraiment... En très peu de temps. Ça a été un défi, mais c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Parce qu'on a presque fini la première partie. Donc si vous avez des questions sur ce genre d'expérience audio, immersive, en recentrage avec la nature humaine, les êtres vivants, tout ça. Parce que je garde la question sur le modèle économique et tout ça pour la fin. Bon, on y va. Donc voilà, en fait, l'idée, c'était ça, c'est de voir, ce que je vois en tout cas aujourd'hui, c'est que ce sont des projets qui sont basés sur l'humain, sur l'art, sur la culture, sur tout ça, et que finalement, on arrive à leur mettre, c'est pas un cadre, mais en tout cas, on arrive à un dispositif, c'est des start-up
qui sont scalables, hein, c'est le mot qu'on aime bien chez les startups. Ouais, scalable. Donc, est-ce que cette réflexion, où se situe cette réflexion par rapport à la start-up, par rapport au côté lucratif, parlons-en, par rapport à ce que vous proposez? C'est un peu compliqué parce que le concept d'une start-up, c'est quand même de créer un produit et en très peu de temps, avant de sortir même le produit, de créer de la hype autour du produit pour pouvoir lever des fonds et revendre ses assets avant même d'avoir sorti le produit. Et c'est une fois qu'on a levé les fonds... Le champ lexical, c'est bon. Voilà. Et nous, la chance que l'on a avec les industries culturelles et créatives, c'est qu'on n'est pas sur ce type de temporalité. On est plutôt sur des temps plutôt longs. Mais c'est pour autant, avec des nouveaux médiums comme les médiums immersifs, on est encore sur une industrie relativement nouvelle, avec des modèles économiques qui se cherchent, qui se construisent et qui se transforment en même temps. Donc il faut être toujours très, très attentif et en mesure de s'adapter. Et c'est quelque chose d'assez passionnant. On peut très bien... alors il y a le marché des lieux de diffusion, qui est un modèle économique qui rapporte ce qu'il peut rapporter. Et de plus en plus, on a des plateformes en ligne comme Oculus qui sont à même, en tout cas pour la réalité virtuelle, à acheter des films qu'ils vont proposer au public. Et là, il y a un modèle économique qui est déjà un peu plus intéressant, oui. On est optimiste pour la suite. Oui, justement, il y a ce côté start-up où on est quand même en train de trouver un équilibre, on est en train de chercher comment finaliser un produit qui peut aussi trouver un consommateur. C'est un peu des mots qui peuvent sonner terribles pour des gens de la culture, mais c'est la réalité en fait des choses. Et justement, nous, on est en train de faire progresser le produit culturel, pour qu'il puisse justement être diffusé dans les plateformes dont a parlé François. Parce que la culture, elle a cet avantage d'être un langage international. Donc, et donc les voies numériques facilitent finalement le partage. Totalement, parce que si on arrive à faire une expérience qui soit assez interactive avec les gens et où il y a le côté narratif qui est parlant, je veux dire, c'est une expérience qui peut aller partout dans le monde et qui peut être vue par pas mal de gens. Donc c'est comme ça aussi où on espère arriver à justement à perpétuer les expériences justement. Ouais. Mais pour l'instant, on est en train de trouver notre public, de tester le marché, de trouver notre public justement dans des endroits où on a les retours, on améliore et tout ça. Voilà. Ouais. Ouais. Alors moi, je vais aller dans un angle assez différent par rapport à ce qui a été dit. C'est que nous, pour notre part, on utilise des créations et des technologies effectivement qui sont assez originales, mais avec un modèle économique qui finalement est assez ancien, assez traditionnel. Enfin, pour caricaturer, nous, on dit souvent qu'on est des forains, c'est-à-dire qu'on vient avec notre installation, on l'utilise, les gens peuvent y rentrer, et ensuite on migre vers un autre endroit finalement. Donc c'est un modèle économique qui est déjà existant et qui se déploie. Après, l'approche qui va plus être effectivement de l'ordre de la start-up, c'est plus la technologie par laquelle on vient, le type de création qu'on propose qui est nouveau, et surtout le fait, tu le disais, de passer à l'échelle. Nous, le son binaural, on a aussi choisi cette technologie-là avec un angle très pratico-pratique qui est de se dire c'est une technologie que tout le monde peut écouter avec son propre matériel d'écoute. Nos casques audio, ils n'ont rien de magique. C'est le fichier sonore qui lui a été encodé pour faire du son spatialisé. Mais si demain je mets le son sur Spotify, sur Deezer ou même sur YouTube, vous l'aurez comme ça, avec votre propre, même avec des écouteurs à 5 €, peu importe, il y aura peut-être une qualité d'écoute qui sera différente, mais la spatialisation fonctionnera pareil. Et ça nous permet aussi aujourd'hui de pouvoir faire non seulement des installations en présentiel comme on le fait aujourd'hui à Tunis, mais aussi de pouvoir démultiplier les écoutes avec des formats en ligne où on peut se déconnecter chez soi. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on fait de manière complémentaire. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui viennent nous voir en nous disant c'est trop chouette ce que j'ai vécu là, mais j'aimerais bien un moment, 2 jours après, réécouter chez moi et pouvoir me faire ma pause à moi. Donc ça permet de créer des vases communicants aussi entre ces modèles, et ça devient aussi quelque chose d'intéressant. Et vous proposez ça en mode aussi
pour les entreprises, team building ou je sais pas. Ouais. Pour se Aujourd'hui, nous, on a un modèle économique qui est exclusivement, alors ce qu'on appelle dans le jargon commercial B2B, mais tout ça pour dire qu'on vend finalement à des entreprises qui ensuite le proposent gratuitement à des visiteurs, à leurs salariés, à des clients. Et donc, effectivement, on peut offrir des postes d'émerveillement aujourd'hui à ses propres salariés. Voilà. C'est génial. On finit avec Nadé. Oui, donc pour ma part, où est-ce que je propose mes personnages? C'est dans les ateliers. Quand je crée un personnage, que ce soit Gleg, que ce soit un autre personnage qui est éducatif, j'en parle pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est là où je les teste. Après, où est-ce qu'elles vont se propager, où est-ce qu'elles vont se vendre, si elles se vendent sur des plateformes. Par exemple, pour la bande dessinée numérique, elle se consomme déjà. Il y a des jeunes qui consomment ça en parallèle avec les livres, mais il y a un nouveau usage où on scrolle les images et on regarde la bande dessinée. Donc c'est sur le web et ça peut être un jour, ça peut être justement, c'est-à-dire le premier épisode, deuxième gratuit, mais après la personne s'abonne à la plateforme que je peux en créer, mais il faut promettre le contenu et c'est là qu'il faut produire. Là, il faut bosser. Il faut bosser. Et sinon, tout ce qui est dessin animé, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est l'ordre du jeu, le côté scalable, si on veut parler de quelque chose qui va continuer, il suffit de créer une icône qui marche, quelque chose qui capte déjà dans le fond, dans l'histoire. Après, ça se déploie sur d'autres supports. Ouais. Ça n'arrêtera pas. Donc, il suffit juste que l'essence de la chose soit bien... Voilà, elle a un peu d'impact auprès des enfants et après, ils vont la suivre sur plusieurs supports. Donc, c'est comme ça que ça peut évoluer. C'est ça, c'est ancien comme tout. C'est le modèle économique américain. C'est comment tu déploies tous tes personnages sur plusieurs formes. Donc, comment ils s'appellent? On rappelle les deux petits personnages. Hbaïqa et Zbaïqa. Voilà. Sinon, Mercure et Basilic en français. Voilà, Mercure et Basilic pour le brand. Donc, voilà. Donc, ceux-là, ils auront de l'avenir peut-être, mais sinon, ils s'accompagnent de workshops. Mais tant que je peux les faire, je les fais. Sinon, voilà. Donc, ils sont là. Ils sont là, ils vont grandir, Mercure et Basilic. Merci beaucoup les amis pour cette première... Donc ça c'est la première partie, on va parler des plateformes immersives, des expériences différentes les unes des autres. On va avoir une deuxième partie avec la musique pour thème principal. Merci Nadé, François, Yann, Hela, Selim. Je sais pas, on fait une petite pause, 2-3 minutes cool. et on reprend. Merci. Deuxième partie de ce talk, de cette table ronde avec une deuxième équipe. Et là, on va parler des expériences immersives musicales. J'ai le plaisir d'accueillir cette belle équipe de jeunes hommes avec moi. Et donc, j'ai à ma gauche Harry Farlow pour Enter. Oui, c'est ça. Et là, on va parler tout à l'heure d'expérience mapping audio musical, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un live audiovisuel. Live audiovisuel qu'on va pouvoir expérimenter ce soir, en première partie, mais aussi lors de l'exposition. Et exactement. Ce soir, on fait la représentation de la performance. C'est un concert qu'on fait à 20h30, juste avant l'équipe de Tabac Roulé. Et sinon, dans l'expo, on a une petite install qui reprend en fait la scénographie du concert de ce soir. Excellent. Donc voilà, vous pouvez aller voir en avant-première l'exposition. Bayram pour Tabac Roulé. Oui. Bayram, comment? Bayram Shrif. Bayram Shrif, voilà, pour Tabac Roulé. Vous êtes un collectif de musique rap tunisien, et puis fortement digitalisé, une plateforme pour Tabac Roulé. D'accord, ouais, c'est une plateforme artistique qui est basée à Tunis et qui vise à présenter les jeunes artistes. Ouais. On va parler tout à l'heure justement des jeunes gens que vous prenez sous votre aile, que vous formez, que vous représentez. Et puis Pierre André, c'est ça? Non, Pierre-André, j'ai mal noté, pardon. Double Jack. C'est moi. Donc Double Jack, c'est une expérience que vous nous proposez parce qu'on est vraiment dans la musique classique, mais autrement. Symphonique. Et c'est une expérience où on est chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Donc voilà, si vous n'avez jamais fait de musique, vous pouvez aussi devenir chef d'orchestre, tout simplement. Peut-être des gens parmi vous n'ont jamais dirigé d'orchestre. Je crois que tout le monde en a. Peut-être l'occasion.
Vous pouvez tester ça, donc c'est l'expérience que nous propose Pierre-André. On va parler justement de musique principalement, mais aussi de cette nouvelle manière, de ces plateformes immersives, de ces nouvelles expériences, de cette interaction avec le public, parce que nous, on a, en tant que spectatrice, on a pris l'habitude de nous installer confortablement et de consommer. Et là, il nous bouscule un petit peu pour soit dans l'essence, mais aussi dans l'action. Donc c'est ce que nous proposent ces 3 projets. On va regarder la vidéo, la mini-vidéo, toute mini de tout à l'heure, 60 secondes. Voilà, petite présentation. Alors, Orchestra ne seront pas là en concert ce soir, mais par contre, dans l'expo, ils y sont et vous pourrez expérimenter, écouter ce qu'ils font, regarder aussi ce qu'ils font. Mélange de musique classique avec d'autres featuring très particuliers. Pour faire la présentation des projets, je vais commencer par Inter. Et donc, l'idée, la genèse de ce projet, parce que tu n'es pas seul dedans, vous êtes 3, c'est ça? Tout à fait. Alors, comment ça s'est mis en place? Alors, moi, j'ai rejoint, en fait, c'est Fanny et Titien qui ont fondé Hunter. Donc, c'était en 2019. Donc, eux, ils ont commencé, en fait, par faire des modules interactifs, immersifs, qui utilisaient sous forme souvent de prestations dans l'événementiel, etc. Et la boîte a été fondée tout récemment, en fait, vu que c'est là en 2021, avec du coup notre incubation au 104 cette année, exactement, ça passe trop vite. Et du coup, je les ai rejoints en fait parce que eux font essentiellement de la vidéo, des installations, etc. Et moi, je fais en fait toute la partie audio, son. Donc, je les ai rejoints à cette occasion cette année. Et l'idée justement de joindre les deux, l'audio et la vidéo, elle est venue de qui? C'est eux qui vous ont sollicité ou ça s'est fait comment? Ça se fait naturellement en fait, c'est des univers quand même qui se côtoient assez souvent. Eux ils utilisaient déjà de toute façon du son dans leurs installations. C'est parce que Fanny est VJ, donc vidéo jockey, c'est comme un DJ mais qui projette des images. Et en fait je l'ai rencontré parce que moi je suis DJ et on s'est rencontrés à l'occasion d'une soirée et du coup on s'est dit qu'on allait faire d'autres choses ensemble, comme du coup le concert de ce soir. Ça s'est fait dans la simplicité. C'est ça. Simplement. Bayrem Tabaroulé. Alors pour ceux qui suivent un petit peu la scène alternative rap tunisienne, généralement on retrouve des clips sur des plateformes comme YouTube où la promo se fait de manière comme ça sur ces plateformes-là. Exactement. Là, donc on a créé tout un collectif, vous avez créé tout un collectif, Tabaroulé, équipe, plateforme digitalisée, il y a des extraits. Si vous allez voir Instagram ou Facebook, vous allez trouver ces petits extraits filmés de manière assez particulière. C'est très bien charté graphiquement. Merci. Donc comment on peut expliquer Tabaroulé, le parcours de Tabaroulé et comment vous l'avez réfléchi différemment de ce qui se fait dans la scène rap tunisienne? En fait, je vais commencer par les débuts. Tabaroulé a été fondé par Ahmed Ezer Rimej, qui est là. Coucou. C'est lui le porteur d'idées. En fait, tout s'est passé en 2020, période du Covid-19. La scène en Tunisie et toute la partie culturelle et qui est en rapport avec le rap ou tout n'importe quelle activité culturelle a pris un frein. Oui. Donc du coup, Ahmed a eu l'idée de créer une plateforme qui donne une chance aux jeunes artistes. Et c'était ouvert à tout le monde? Ouais. Donc, il y a une petite sélection d'artistes. Mais tout le monde, ceux qui sont acceptés peuvent s'exprimer sur la plateforme, c'est ça? Sans forcément faire partie du petit noyau. Oui, bien sûr. D'accord. Exactement.
Tabaroulé, jusque-là, c'est combien de... Je sais pas, vous faites fonctionner comment? En album, en titre, en spectacle? En fait, c'était par système de saison. On a fait une première saison qui est déjà finie maintenant, qui comporte 46 épisodes, 47. On est une team de 6 personnes. Moi, Balam Sherif, Ahmed Rimeji, Ayman, Nizar, Ahmed et Yassine. Il faut recruter une femme. Ouais. C'est pas possible. Ouais, on a déjà proposé. Il y a une femme. Il y a une femme parmi nous qui est Erige. Voilà, Erige va rejoindre la team, comme ça on a quand même. Ouais. Et on a travaillé par saison, comme j'ai dit. Il y a une deuxième saison qui va prochainement arriver. Donc c'est un système de saison. D'accord. Et des capsules donc, qui sont qu'on retrouve aussi sur la plateforme sur la numérique. Plateforme, YouTube. Très bien. On va revenir tout à l'heure sur ça. Et puis prépare-toi, ou on prépare nous, Bailem, quelque chose d'a cappella pour ceux qui ne pourront pas être là ce soir. Non? Si. Ça va être dur. En mode clean, hein. Pour la vidéo. Réfléchis-y. Pierre, André, alors du coup, là, cette expérience-là, pourquoi la musique symphonique? Pourquoi proposer aux citoyens lambda, aux spectateurs lambda, de le torturer, de le sortir de sa zone de confort? Alors la vraie raison, c'est qu'on l'a fait de manière hyper opportuniste. Parce que nous, on est des anciens du jeu vidéo. On s'est mis à faire de la réalité virtuelle il y a un peu plus de 3 ans. Et on est parti des contraintes de la plateforme et des forces de la plateforme pour essayer de trouver une expérience qui marche avec ça. Et l'idée de la direction d'orchestre, elle vient d'abord du fait qu'on ne bouge pas, ça se passe devant nous, c'est une expérience autour des gestes. Et on pensait que c'était un terrain de jeu qui serait fertile pour la réalité virtuelle en particulier. Et on a eu de la chance parce qu'il y avait pas mal de produits, donc de jeux musicaux qui existaient, dont on pouvait s'inspirer. Et on a eu aussi de la chance, je pense, parce que on n'est pas du sérail, nous, on n'est pas de ce milieu-là. Et on a eu un regard en fait sur notre thème qui, je pense, était probablement assez libérateur au début, peut-être un peu inconscient, mais qui a fait qu'on a pu trouver quelque chose qui était accessible et fun avant d'être, on va dire, fidèle à la discipline, et qu'on a fait le travail difficile qui était de se rapprocher on va dire, des institutions et de la dimension artistique et culturelle une fois qu'on avait déjà la recette technique, créative, on va dire commercialisable. Donc je pense que en fait on est parti de qualité de produit et on est allé vers quelque chose de plus artistique, culturel. Vous avez fait le chemin inverse, en gros. En fait, je pense par rapport aux autres projets en tout cas qui sont présentés ici, je pense que nous on a fait le chemin inverse. Même si dès le début on s'est dit bon, si on va dans cette direction-là, il va falloir un moment qu'on prenne une décision et qu'on sache où on se positionne et comment. Ce qui au début de notre réflexion à nous était vraiment des inconnus en fait. Et qui est un processus qui a pris quelques mois et voilà, et qu'on tient, je pense, depuis 6-7 mois. On tient la recette en termes d'expérience et de contenu, et maintenant on est en train d'essayer de trouver à une autre comment se positionner plutôt. D'accord. Voilà. C'est-à-dire comment se positionner? Comment communiquer, quelle est notre expérience, quelle est notre cible, qui sont nos partenaires, et quelles promesses on fait en fait. On va rester sur ça pour l'autre question. Donc, du coup, je reste avec toi, Pierre, par rapport à la cible. Finalement, aujourd'hui, avec ce petit parcours que vous avez eu le temps d'expérimenter, la cible, c'est qui? Est-ce que c'est un spectateur classique, enfin classique, pas dans le sens musique classique, mais un spectateur qui serait allé voir un spectacle de manière classique, ou bien c'est d'autres personnes que vous attirez? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que vos spectateurs c'est des nouveaux profils finalement? Alors nous on a 2 typologies qu'on cible. On a des gens qui sont ce qu'on appelle les first time users, des gens qui vont être attirés par la plateforme, ce qui fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure là, sur notamment comment on attirait des gens dans des galeries d'art contemporain avec la VR, non pas du fait du contenu mais du fait du contenant. Donc nous, je pense qu'on a une typologie d'utilisateurs qui sont des gens qui ont envie d'essayer une expérience immersive qui a l'air facile, qui est accueillante, qui fait écho à une fantaisie qui est celle de diriger un orchestre,
qui est aspirationnel. Voilà. C'est l'originalité. Ouais, c'est le fait que je pense que la promesse d'utiliser la réalité virtuelle pour réaliser quelque chose d'irréalisable autrement, on va dire, et que ça ait l'air facile et que ça ait un peu toutes les qualités de produit dont on parlait. Je pense que ça, c'est une vraie cible, parce qu'il y a plein de gens qui sont curieux de la plateforme, mais moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que c'est pas hyper accessible. Et surtout les expériences interactives en fait sont pas accessibles parce que généralement sont produites pour des gamers ou sont produites pour des utilisations très courtes, donc assez peu profondes. Bon, c'est un peu bâtard. Et je pense que nous on a un positionnement qui est assez juste, c'est assez didactique, c'est assez fun, et de l'extérieur on voit ce à quoi ça ressemble. Bon, bref. Et notre deuxième cible, c'est pour le coup plus des gamers, c'est-à-dire des gens qui ont envie de se plonger dans des expériences un peu profondes, un peu longues. Mais sur cette cible-là, je dirais que nous, on n'est pas du tout sur la frange hardcore, on est sur la frange très casual. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on fait jouer des gens qui ont 8-9 ans et des gens qui ont 75 ans. Et on les fait jouer sans assistance, c'est-à-dire qu'on met le casque et au revoir. Voilà, vous avez envie de tester, c'est juste là. Bayram, du coup, le public aussi cible aujourd'hui, si on a une plateforme, par exemple, moi je suis tombée dessus par hasard, je ne suis pas forcément une consommatrice de rap. Est-ce que la cible est différente? Est-ce que vous avez justement remarqué d'autres personnes qui vous envoient des messages ou qui écoutent ou qui essaient de... En fait, en parlant de la cible, avoir une plateforme qui est exposée sur YouTube, on va être exposé à plusieurs personnes. C'est quelque chose de mainstream. Mais quand on a constaté que la vraie communauté de Tabaroulé, elle a une cause derrière elle. C'est comme si nos fans, ils ont une cause. On leur véhicule un message. Et ils le comprennent parfaitement. Et ils partagent avec nous cette même cause. Qu'est-ce qui vous lie? C'est quoi la cause? C'est une question qui est très... Ça se voit dans le nom déjà, mais vraiment, on a une idée. Non, c'est pour rigoler. On a vraiment une idée, c'est de démocratiser la musique, le rap. C'est tout un mouvement. C'est un mouvement libérateur. Ouais. Voilà, mais généralement, la cible, c'est vraiment des jeunes qui sont magnifiques, qui sont créatifs, ouais, exactement. La cible chez Inter? Je pense qu'en fait ça rejoint un peu tout ce qui s'est dit ce soir, que ce soit là dans ce groupe-là ou dans celui d'avant, c'est qu'on a tous, je pense, une approche qui va vers le fait de démocratiser les usages, et que chez Inter, par exemple, la cible c'est tout le monde, mais spécifiquement peut-être les gens qui sont de base le plus loin de tous ces arts numériques digitaux, mais un peu comme chez Double Jack, où il y a en fait, cette idée d'avoir des choses qui sont ultra accessibles, et en fait qui vont, par exemple, le produit phare chez Hunter, c'est un photomaton dans lequel on rentre et sur lequel on projette des filtres, en fait. Donc on a des filtres qui sont projetés en micro-mapping, donc sur le visage de façon réelle. Et en fait, il y a un usage qui est super intéressant parce que c'est quelque chose qui est à la fois que tout le monde connaît. On a tous des filtres sur Instagram, etc. Ouais. D'un autre côté, le mapping, d'habitude, c'est des choses assez énormes sur des bâtiments, etc. Donc là, ça permet en fait d'arriver à quelque chose où n'importe qui sait utiliser un photomaton et retrouver en même temps un usage qu'on a partout ailleurs. Et de la même façon, c'est un peu là ce qui était montré dans la vidéo. C'était quelque chose qu'on avait fait au Palais Galliera, ça s'appelle mise en lumière. Et en fait, on vient juste repasser des éléments de bâtiment avec une ligne blanche. Et donc ça, c'est en projection avec de la musique qui le suit. Et ça permet en fait finalement à chaque fois d'amener un public qui n'est pas forcément là où on l'attend. Que ce soit amener un public d'art numérique dans un musée ou d'amener en fait le grand public aux arts numériques. Je pense qu'il y a toujours cette idée en fait de vouloir en fait simplifier la chose, la rendre plus accessible et aussi mettre en regard en fait des technologies qu'on connaît tous, qu'on côtoie tous et sur lesquelles on ne se pose pas toujours de questions, quoi. Alors on a parlé un petit peu de cible, on a parlé du spectateur, le spectateur qui finalement interagit d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en envoyant des commentaires, en vous proposant des choses. Ça peut être celui dont parlait Pierre qui veut tester quelque chose dont il savait même pas qu'il pouvait, il s'imaginait même pas qu'il pouvait tester, ou des choses aussi basiques que le filtre, mais qu'il pouvait tester autrement. Est-ce que, alors la réflexion autour de cela en termes de start-up, on y revient, donc en termes de projets lucratifs, en termes de, alors vous êtes parti de ça, de quelque chose de durable qui pouvait évoluer. Bayram, alors la plateforme, je ne sais pas si elle a été faite dans ce sens, d'avoir une communauté, une fanbase qui pourrait être
plus tard celle qui va faire vivre finalement la plateforme. Et donc pourquoi dans ce cas-là aussi passer par Minasa. Et pareil ici, donc finalement, le côté lucratif, le côté projet qui s'installe dans la durabilité, une vision à moyen ou à long terme, comment vous l'avez réfléchi pour chacun de vos projets? Bah, je pense qu'en fait, la vision, c'est presque, ce qui vient avant, c'est une envie avant tout. L'envie de se dire, voilà, en fait, on a des technologies, en fait, il y a une approche de jeu. On a des outils à disposition, des technologies, plein de choses qu'on connaît tous, que ce soit voilà, pour les plateformes, pour la VR ou chez Hunter, en fait, les modules qui utilisent plein de technologies, du mapping, de l'audio, etc. Et en fait, à la base, c'est un jeu, un questionnement de choses qu'on a tous les jours et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et en fait, une fois qu'on a ça, et en fait, cette vision du coup qui est là de nous jouer avec, pour montrer aux gens en fait comment on peut jouer avec, parce qu'il y a aussi une part d'interaction, d'interactivité, de se dire que voilà, en fait, on va faire en sorte que les gens se disent, ah oui, c'est vrai que c'est marrant en fait, j'avais jamais pensé à ça. C'est, je pense, qui vient en premier. Et après, en fait, la commercialisation, enfin, en tout cas chez nous, ça peut prendre, ça peut passer en fait par beaucoup de choses, parce que ça peut être aussi bien de la prestation événementielle que de la création pour ou avec des musées. Ouais. Que là, c'est la première fois qu'on va faire un concert, donc un live, en audiovisuel, en mélangeant tous ces arts-là. Donc, je pense qu'il y a, en fait, il y a toujours une dynamique. Ouais. Et après, finalement, le point de vue économique sera toujours afférent au domaine qu'on aura choisi. Si c'est de l'événementiel, c'est de la prestation. Si c'est un live, c'est encore autre chose. Si c'est un module ou une technologie, c'est voilà. Donc vous partez sur plusieurs canaux finalement. Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend plus de. Ouais, en fait, ce qui compte, c'est effectivement c'est l'intention derrière, le message, l'objet en lui-même. Et après, en fait, le canal dépend vraiment de là où on peut l'exploiter, quoi. Est-ce que du côté du rap tunisien, vous restez sur le classique, c'est-à-dire en spectacle? C'est ce que vous gagnez Non. Je vais rejoindre Harry par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à la vision et ce qui est derrière, l'attention. Le projet a été né de rien, ouais, avec une idée et une intention. Ouais. Au fur et à mesure, après une année de travail, on a senti cette communauté qu'on a parlé tout à l'heure. Exactement, cette communauté, elle nous a laissé, elle nous a donné la chance de parler d'un plan financier à travers d'autres canaux. Parce que vous avez une assise. En fait, on a créé une marchandise, ouais, des produits, une marque, ouais. Ah, vous avez des petits les goodies aussi non, des on n'a pas. Des pulls. Voilà. On a commencé avec des pulls. Et je ne vais pas parler de la Tunisie par rapport au financement de YouTube, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'est aussi dans le plan, parce que ça va aller en se développant, j'imagine. Donc c'est aussi quelque chose que vous gardez en tête, de se faire bien sûr payer par des plateformes comme YouTube ou autres. Oui, bien sûr. On laisse cette partie-là, elle véhicule automatiquement par rapport au nombre de vues et tout. Voilà, parce que ça mais on est aussi dans l'événementiel. Ouais. On pense y aller encore plus. Même on a des idées d'autres projets. On a une idée de même commencer une web média. Ouais. Il y a beaucoup de pas mal de surprises. De surprises, ouais. Ok. Pierre, le modèle économique. Pour nous, il est moins expérimental, je pense, que dans les projets. Ouais, il était plus réfléchi en amont. On a beaucoup plus de références aussi. Quand on fait du jeu vidéo, on sait grosso modo ce qu'on vend comme produit, les plateformes avec lesquelles on communique savent vendre les produits qu'on fait. Il y a des éditeurs, il y a des investisseurs, il y a tout un écosystème en fait pour qui on parle. Nous, généralement, la difficulté, c'est plus quelle est notre compétition et là où on se place vraiment en termes de produits en fait, et d'expérience. La VR, ça a rajouté un bémol à ça quand même, c'est que il y a... Enfin, excuse-moi, pour finir sur le type de produit, en gros, nous, on avait deux directions. On avait le jeu vidéo et l'expérience culturelle. Donc l'expérience qui dure 10 minutes, qui est éducative, qui va être vendue à un certain type de marché d'une certaine manière, et le jeu vidéo qui va être vendu à un autre marché d'une autre manière. Et en gros, il y a eu une période en fait, où on ne savait pas dans quelle direction on pourrait aller. Ça, la question, on l'a répondu. Et après, maintenant, il y a... je reviens vers les deux cibles qu'on avait, les first time users, qui sont des gens qui vont plus essayer l'expérience dans la rue
et donc dans des lieux publics, et donc avec un business model qui est particulier, une distribution qui est particulière, et les gens qui, eux, vont au contraire plus se plonger dans une expérience profonde et en profiter comme des gamers, et eux, ils vont la trouver sur des plateformes, voilà, pour le coup, là, on revient vers un modèle Pareil, classique. donc plusieurs canaux. Ouais, c'est des canaux digitaux assez classiques. Donc, nous, en fait, en fonction de la forme qu'allait prendre le marché ou de la forme qu'allait prendre notre expérience, on avait quand même une bonne anticipation de ce qu'allaient être nos opportunités. Et voilà, je pense que du coup, on a d'autres challenges. C'est moins expérimental, donc on est en compétition avec d'autres produits qui vont challenger les mêmes marchés avec parfois plus de budget ou des meilleures idées. Donc c'est un peu l'exécution qui nous distingue, quoi. Si on termine par la question semi-existentielle, est-ce qu'on se dirige vers une consommation de l'art interactive? C'est-à-dire, est-ce que c'est le futur finalement qu'on puisse avoir ce genre d'expérience-là? Est-ce qu'on va peut-être plus se contenter d'un spectacle, une performance classique? Est-ce qu'on va avoir besoin d'être en contact direct avec l'artiste, direct ou virtuel? Est-ce qu'on va avoir envie de tester des choses avec l'artiste? Est-ce qu'on va avoir envie que l'artiste ou le producteur nous propose de vivre des expériences originales? Est-ce qu'on va vers ça pour les industries culturelles et créatives, pour les arts? Est-ce qu'on va vers cette consommation? Et est-ce que vous l'avez réfléchi ainsi, votre projet? C'est-à-dire, c'est l'avenir, il faut que je sois là avant. Je suis pas sûr que ce soit l'ensemble en fait de l'industrie culturelle. Je pense que c'est aussi une nouvelle approche, comme il y en a plein en fait. Il y a toujours des différentes formes d'art qui arrivent les unes après les autres. Et finalement, c'est presque plus un nouveau médium que juste une nouvelle forme. En fait, ça permet aussi d'avoir d'autres approches. C'est vrai qu'un musée, c'est quelque chose d'assez statique. Quand on se balade dedans, on a assez peu d'interactions, etc. Dès qu'on est sur un format même, on va dire, de musique ou de concert, c'est déjà différent, parce qu'en fait, quand on écoute de la musique, on peut chanter, quand on regarde un concert, on danse. Après, ça dépend, c'est encore une fois, selon qu'on va aller vers de la musique classique ou vers du rap, je pense qu'on n'aura pas exactement la même dynamique sur place, et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va être englobant, de dire que toute l'industrie va muter vers des formes interactives. Je pense que c'est juste une nouvelle façon d'approcher l'art, en fait. Je pense que c'est une branche. Ariel est dans mes pensées, là, je pense. Exactement pareil. L'immersion, c'est juste un volet. Un volet, voilà. Ça reste toujours utiliser ses sens et être là présent. On peut envisager de encore créer plus. Peut-être découvrir, créer une forme, quelque chose de nouveau. Ça réfléchit déjà et ça ne remplace pas justement d'aller voir Tabaroulé ce soir en direct, en live, pour une performance. En fait, je voulais dire quelque chose. Okay. C'est par rapport à ce qu'a dit Harry. On a eu l'idée une fois de faire quelque chose, si vous connaissez l'ARG, l'Alternate Reality Game. En fait, en Tunisie, on n'a jamais vu quelque chose de ce genre. Et on s'est dit, peut-être si on crée un petit ARG intra-Tunis, mais je sais pas, c'est l'idée que je voulais développer avec 104 Factory à travers cette expédition créative. D'accord. Pour finir, donc, Pierre ? C'était quoi la question ? C'était par rapport à la consommation de l'art. Est-ce que c'est ça l'avenir ou est-ce que ça va cohabiter pendant longtemps ensemble, la performance classique et la performance interactive, immersive ? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. En gros, la seule chose que j'ajouterais, c'est la raison pour laquelle on voit plus d'expériences interactives, c'est parce que les plateformes qui se développent offrent ça. Donc on propose ça maintenant, et les gens sont de plus en plus habitués aussi à être même acteurs des expériences, mais je pense qu'il y aura toujours la place pour des expériences passives, voyeurs, et des expériences actives, et je pense que c'est des formes d'art différentes en fait, il n'y en a pas une qui bouffera l'autre. Et je pense même que l'expérience passive continuera à dominer. Parce que dans la vie des gens, il y a de la place que pour on va dire un certain nombre d'activités, et on est déjà en train de faire le capitalisme tous les jours. Et des fois, on a juste envie d'aller... on ne peut faire que ça, en fait. Donc,
Merci beaucoup les amis pour ce retour d'expérience. Je rappelle donc que vous allez pouvoir voir toute l'équipe, ils sont là de Tabac Roulé ce soir, l'équipe également d'Inter, et l'expérience se poursuit. Vous allez aussi pouvoir faire le circuit. C'est vraiment très bien charté et très bien expliqué. Voilà, je vous souhaite une excellente visite, mais juste avant, je vais inviter quand même les incubateurs et les accélérateurs à venir. Alors Mina, ça, ils sont où? Claire, voilà. C'est ça, voilà. On a Marialia, voilà, pour 104 Factory, et François pour l'Institut français de Tunisie. Non, c'est bon. On te libère, François. Merci beaucoup, les amis. Merci. Henri, Bayram, Pierre, voilà. Non, mais c'est bon. Sur ce partenariat qui est assez intéressant, Minasa en Tunisie, 104 Factory depuis la France, des projets, des startups franco-tunisiens, l'Institut français qui accueille, et donc organiser ça, je ne sais pas combien ça a pris de temps, Claire, pour mettre en place tout ça. 2 ans. C'était avant la pandémie. Donc c'était avant la pandémie. Donc c'était. Et on appelle l'IFT entre-temps, François, c'est ça? Oui, François. À mon avis, il va falloir parler très fort parce qu'il doit être dans ses bureaux. Donc on va démarrer sans lui. Et donc voilà, ça a pris. En fait, on se disait que ça faisait presque une gestation, quoi. Ouais, c'était 9 mois. 9 mois. En fait, c'était en février, juste avant la pandémie du Covid. Et donc, bon, voilà, c'était le monde d'avant. Et en fait, on a commencé ce partenariat parce qu'on avait vraiment envie de créer des synergies entre nos incubateurs. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, ça a pris plus de temps, mais ça nous a permis de mûrir le projet et d'en faire quelque chose de beau et durable, on l'espère. Oui, et je voulais réagir, je crois que c'est Céline qui disait les industries culturelles et créatives, elles peuvent se développer à l'international, et c'est un peu notre rôle incubateur. Alors je reviens un peu sur nous, 104 Factory, parce que finalement, on n'est qu'une partie d'un lieu infini qui s'appelle le 104, qui est un lieu dans le 19e arrondissement. C'est beau. Oui. Ouais. Le 19e, c'est beau. Oui, mais la Tunisie, c'est tellement bien. Et on est tellement heureux d'être là parce qu'avec Claire, on en a fait des zooms. On en a parlé de ce projet. Et à un moment, on se disait, en fait, est-ce qu'on va le faire vraiment? Et vraiment, enfin, ce qui est génial, c'est de se dire dans tous les projets, quels que soient les projets qu'on a, quand on est une institution culturelle, quand on est une jeune entreprise, quand on est un artiste, de la persévérance. Et je pense que la persévérance, c'est un peu la baseline, B2B2BC. Scalable. Non, on n'est pas scalable, on est une institution culturelle. Mais c'est vraiment ça, quoi. Je pense qu'il faut toujours croire à ce qu'on fait et la magie de ce qu'on arrive à faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'exposition, c'est de la magie. Ça a été monté en le temps qu'on a réalisé cette exposition, c'était fou. Et puis on a même beaucoup évolué, comme les projets d'entreprise. Au départ, on se disait, on avait un idéal qui était la co-création. Parce qu'on vient du monde du design, parce qu'on adore co-créer, co-exploiter, co-designer. Et on s'est dit, mais c'est génial, on va demander aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de créer un projet ensemble. Mais en fait, on n'a pas le temps de créer, d'inventer. On est déjà en train d'essayer de montrer à tout le monde que le projet qu'on réalise est génial. Donc, et ça prend un temps fou. Et finalement, c'est nos métiers à nous, incubateurs, de faire en sorte que ces projets voient le jour, qu'ils rencontrent plein de personnes et qu'ils puissent se développer et exister. Donc on est revenu sur cette idée de création, mais peut-être qu'un jour, on fera de la co-création en se disant, mais ce qui est important, en fait, c'est que déjà, on puisse faire ce voyage, et on remercie énormément l'Institut français, parce que c'est grâce à vous qu'on est là, qu'on fait ce déplacement, et c'est une aventure humaine.
On parlait dans la première conférence de l'humain, de la place de l'humain. Finalement, c'est ça qui est génial dans les projets qu'on mène, c'est que c'est des projets portés par des femmes et des hommes exceptionnels qui y croient. Parce que quand on monte une start-up, bah, c'est quelque chose qui n'existe pas. On est dans l'innovation, on pense que c'est génial et on essaye d'emmener un maximum de personnes avec nous. Et c'est ce qu'on a fait avec Claire, avec toute l'équipe de Minasa, avec l'équipe de 104 Factory. Il y a Efren qui est là et c'est super, avec Mariam qui est à Paris. Et puis, en fait, c'est énormément d'émotions de faire ces expéditions créatives. Je sais pas vous, mais moi je suis hyper émue. En plus, j'ai pas beaucoup dormi. Et tu as répondu à toutes mes questions, c'est bon. Ah mince. Non mais super, super. Très beau speech, effectivement. Je ne sais pas si Rami est là quelque part pour le teaser des partenaires. En attendant, peut-être je vais passer la parole à François pour nous. Bonjour. Bonjour. Pour faire un retour justement d'expérience, parce que d'habitude ce sont 2 structures uniquement. Là, c'est 3 structures qui co-organisent, vous qui accueillez donc l'Institut français de Tunisie. Retour d'expérience, François, par rapport à cela? Superbe expérience. Nous, en tant qu'opérateurs culturels qui cherchent à valoriser la mobilité des savoirs, des créateurs, des artistes, pour nous, c'est hyper important de soutenir ce genre de projet. Et quand on a vu du coup l'engouement des initiateurs de ce projet de collaboration, on a tout de suite voulu du coup les soutenir, notamment à travers du coup le programme d'accompagnement financier PUNIC, qui est un programme de soutien pour les industries culturelles et créatives tunisiennes et qui valorise énormément les ponts entre la France et la Tunisie et les écosystèmes des ICC françaises et tunisiennes. Et ce qu'on peut voir en fait avec ces expéditions créatives, c'est du coup ce mélange qui se crée à travers la rencontre entre entrepreneurs français et entrepreneurs tunisiens. Et différents univers culturels et créatifs. Il y a eu de la difficulté, alors à part le fait que les réunions Zoom, etc. Mais est-ce que c'est une expérience qui est facilement duplicable, ou pas? Parce que je suppose que c'est un travail fou, mais le bonheur de voir ça aujourd'hui. C'est vrai que je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais comme c'est de l'humain, comme c'est un esprit de communauté qui permet de construire ce challenge un peu fou, c'est faisable, c'est vraiment faisable. Je pense qu'on se met nous-mêmes des barrières. Après, bon, bien sûr, il y a toujours des contraintes externes qui viennent ralentir ce type de programme, mais ça repose essentiellement sur la volonté humaine. Et donc c'est ce qui s'est créé, parce qu'au-delà de ça, ce qu'on veut, c'est créer des relations humaines, voire d'amitié, parce qu'on passe des heures ensemble à co-construire ce programme, et jusqu'à la dernière minute, puisque là, quand on faisait l'exposition, la scénographie, tout le monde était là, tout le monde a donné de son temps et ne faisait pas que installer sa propre œuvre, mais portait vraiment un regard sur les autres installations et prêtait même main forte. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est un peu de sortir de nos missions habituelles, de nos positions, de finalement le cours de notre métier quotidien, et puis être tous là et essayer de co-créer quelque chose ensemble. Donc au final, la co-création, c'est vrai qu'on y tenait au début. On s'est dit, bon, en fait, c'est compliqué, parce que sans s'être jamais rencontrés, comment on co-crée? Parce que c'est aussi la présence physique qui fait qu'on a envie de construire quelque chose ensemble. Et finalement, on co-construit quand même, à travers notamment la scénographie, le parcours, la narration. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des entrepreneurs très impliqués, et ça a été un réel plaisir pour nous de s'y mettre à corps perdu, avec Lia notamment, qui a beaucoup travaillé dessus, et l'ensemble de l'équipe de Minasa, et Efren, Marialia, avec qui on a pu construire ça, et ça n'aurait jamais été possible sans la main, le soutien de l'Institut français, qui nous ont, au-delà de nous prêter ces locaux qui sont immenses, c'est de nous prêter un soutien financier qui nous permet
de réaliser ce challenge-là. Mais on espère en tout cas continuer cette aventure, puisque c'est que le début, puisqu'ensuite on vient avec tous nos bagages, un peu moins légers, je vous rassure, pour aller à Paris au 104 pour pouvoir continuer cette aventure. Exactement. Là, on n'est qu'à la première partie. J'allais poser la question. Donc, du coup, vous allez en France? Oui, c'est ça. Là, on accueille les équipes françaises et puis après, c'est nous qui voilà, on fait nos bagages et on arrive. Pour quelle période? Alors, on était sur le mois de janvier. Alors, c'est vrai que on a des surprises et des difficultés, mais pour nous, c'était aussi très important. Il y a beaucoup de programmes d'échange où souvent les gens viennent voir comment c'est bien dans un pays et l'autre, c'est moins intéressant. Et nous, on trouve qu'il y a plein de choses, plein d'éléments à apprendre ici en Tunisie par rapport à vos expériences, et puis de la même manière à Paris, là où on est, parce qu'on a aussi une ressemblance. Finalement, vous êtes au milieu de la Médina, nous on est au centre d'un quartier hyper aussi joyeux et animé et dans ce lieu culturel. Et pour nous c'était important de se dire c'est aussi un temps de partage et d'échange. Et je reviens sur cette notion de réplicabilité, de scalabilité. On peut faire les choses, en fait ça nous donne envie d'en faire plus et de le faire différemment, mais ça passe avant tout par la motivation de chacun et chacune en fait. On a réussi à faire ça parce que vous aviez chacun cette envie de le faire. Et moi j'étais toujours surprise, je me souviens à un moment, je crois que c'était Harry qui était hyper enthousiaste, c'était le début, on présentait un peu le projet, il avait déjà son projet, et en fait on va pouvoir le faire parce qu'il y aura toujours plein d'envie, et pour nous aussi c'est très enrichissant de voir d'autres écosystèmes, de partir, d'aller voir ailleurs, on a besoin de ça, et ça nous nourrit énormément. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire qu'on a envie de continuer avec Minasa et avec l'Institut français. Continue alors. Ici, et puis il y a un réseau formidable d'instituts français dans le monde. Partout. Et donc cette expérience créative, elle doit voyager. Ouais. Pourquoi s'arrêter là? Mais oui, nous on est motivés. On ne peut plus nous arrêter. On va finir par la vidéo. Hein, la vidéo teaser, comme ça vous avez une vue globale sur les trois piliers de cette expédition créative. On a les mêmes 60 secondes, hein, c'est ça? Ouais. Merci beaucoup Claire, Marialia, François. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La table ronde, je pense qu'ils pourront la voir et la revoir sur le digital, comme ça on continue par les voies numériques. Merci à vous de nous avoir suivis et venez visiter l'exposition Expédition créative.